de la convention numérique de la maison de l'autisme. Alors, pratiquante de boxe, c'est un élément important, ça va en parler. Elle est également autrice de livres à succès et puis aussi diagnostiquée autiste. Là, on aura le témoignage dans quelques secondes. Le monde du sport est représenté par le vice-président de la Fédération française de boxe française, la SAVAT, et discipline associée, qui est en charge de la commission handicap, Jean-Pierre Masdoua. Merci Jean-Pierre. Et enfin, tous les applaudissements s'il vous plaît. Et enfin, le gouvernement qui est représenté par ce dynamique délégué interministériel Étienne Paul, voilà, qui est donc délégué interministériel à la stratégie innovante pour les troubles de neurodéveloppement. Je précise, il est médecin, spécialiste aussi donc, des troubles neurodéveloppement et des addictions, donc il sait de quoi il parle, et parce que parfois dans le monde politique, il y a des gens qui sont mis en poste et qui sont très éloignés du domaine qui leur est confié. Donc c'est un élément important, je tiens à le préciser. Voilà. Merci Étienne d'être avec nous. Lali, premier événement, juste au niveau de ton parcours, parce que tu as été diagnostiqué autiste, mais finalement, il n'y a pas beaucoup de temps. Tu me disais, il y a seulement 5 ans. Ouais, quand j'étais super jeune, à 43 ans, tardivement, il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses en fait. Après un parcours effectivement dans le questionnement, dans la souffrance, dans l'interrogation, dans le rejet, l'exclusion, etc. À me suradapter, à compenser, à essayer à tout prix de rentrer dans une espèce de norme dans laquelle je trouve trop étriquée en fait, mais c'était très compliqué. Et le lien avec la boxe, parce que donc je disais en introduction, tu pratiques le noble art, voilà, d'une façon ou d'autre, mais comment se fait-il? Que s'est-il passé pour que tu puisses te retrouver dans une salle et sur un ring? Alors j'ai toujours fait énormément de sport parce que c'est une façon, en plus d'être autiste, je cumule avec un TDAH qui fait que j'ai besoin de beaucoup m'exprimer. C'est le seul moyen pour moi de ne pas être stressé quand je fais du sport. Je suis venue à la boxe l'année dernière quand Yann Balzé de l'association Apollo. Bien sûr, Yann qui fait partie de l'organisation qui est ici avec toute l'équipe d'Apollo. Le plaisir et l'honneur de venir animer un atelier de boxe pour tous à la maison de l'autisme pour les Olympiades de l'autisme. Et je me suis dit, bon, je vais tester comme ça. Donc j'ai testé avec Émeric Barret que j'ai vu par là. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Alors je ne fais pas de la boxe contact encore, c'est plus une boxe balle. Et j'ai entraîné mon mari, mon fils qui fait de la savate. Finalement, en fait, la boxe, c'est une métaphore pour les personnes autistes. C'est une métaphore du rythme de la vie, quoi, finalement. Quand on est autiste, on se prend des coups, on tombe, il faut se relever, faire preuve de résilience, et toujours dans le respect quand même de notre environnement, on ne comprend pas forcément. Donc la boxe aujourd'hui, c'est vraiment le sport qui me plaît, et notamment parce que aussi j'ai des troubles de coordination motrice, ça s'appelle la dyspraxie, ce qui fait que c'est hyper compliqué pour moi de savoir dans quel sens faut faire les choses. D'accord, de coordonner, de comprendre. Et avec Apollo, en fait, on est pratique avec un coach qui est hyper à l'écoute de ça et qui voit bien que je ne suis pas tout à fait aussi coordonnée que le petit camarade de l'équipe. Il prend le temps, la patience de m'expliquer. Merci Lali. Un élément important, Jean-Pierre, elle vient de parler donc de ce sport-là et pourquoi. On va donc un petit peu inverser et vous allez comprendre, vous qui êtes pratiquant, bien entendu, le handicap finalement c'est une chance pour la boxe et c'est une véritable opportunité. Ce n'est pas l'inverse, c'est ça qui est important, Jean-Pierre. Oui, alors oui, moi c'est mon point de vue et en fin de compte, avant j'étais un petit peu comme tout le monde. Je pensais que les gens qui étaient atteints d'un handicap étaient handicapés. Et j'ai eu la chance de rencontrer et de suivre plusieurs personnes qui étaient considérées comme handicap et m'ont appris énormément de choses et m'ont fait changer un petit peu le regard. Je me suis rendu compte que bien souvent, c'était les valides qui pensaient qu'ils étaient handicapés et en fin de compte, c'est les valides qui sont handicapés de croire que les handicapés sont handicapés, si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, aujourd'hui, je suis vraiment heureux d'être dans ce monde-là. C'est pour ça que j'ai demandé à présider la commission handicap. D'ailleurs, j'ai dit qu'il fallait changer de nom, on va appeler ça inclusion, on va appeler ça besoin particulier, parce que ce mot-là, handicap, je ne l'aime pas.
parce que voilà, personne handicapée. J'ai eu la chance d'avoir un étudiant, parce que je suis aussi professeur à l'université de Nanterre, un étudiant qui est tétraplégique, qui s'appelle Jérôme Rousseau, qui a monté une association avec lequel on a fait un beau reportage à l'INSEP et qui m'a appris énormément de choses. Et c'est grâce aussi à lui que j'ai fait ce chemin pour pouvoir enfin être en phase avec la réalité, à savoir que les gens qui ont des besoins particuliers développent des compétences, des facultés dans d'autres domaines qu'un valide n'a pas. Étienne, pour rebondir sur ce que vient de dire Jean-Pierre, donc c'est très important là, le fait qu'aujourd'hui, il y ait les deux univers qui soient ensemble. C'est-à-dire que le monde du handicap a longtemps été isolé, et aujourd'hui, et c'est l'initiative aussi du gouvernement et de la mission et la tienne, c'est très important aujourd'hui, d'insister finalement sur la normalité et le fait que l'on puisse, que les deux puissent s'ouvrir l'un et l'autre, les deux mondes. Alors je crois que, en fait, ce qui est fondamental, c'est que pendant très longtemps, on s'est dit finalement il y a un droit à avoir accès à des services, des établissements quand on est en situation de handicap, ce qui continue à être une réalité dans notre pays. Mais en fait, je pense que cette journée que vous animez, qui est vraiment exceptionnelle, elle permet d'insister sur autre chose qui, à mon sens, est encore plus primordial et fondamental, c'est le droit fondamental à être heureux et à profiter. Et je vais vous dire, ce que vous faites dans le champ du sport, et bien finalement, on a le même enjeu dans la culture, on a le même enjeu dans les loisirs. Et ce que l'on montre, c'est que dans des personnes dites neuroatypiques, donc qui peuvent être autistes, qui peuvent présenter des troubles 10, un trouble déficit de l'attention. Je voudrais commenter, en fait, l'inclusion, c'est de toute façon pas une faveur qu'on fait à qui que ce soit, c'est un enrichissement collectif. Pour faire un gâteau au chocolat, si vous mettez que du chocolat, ça ne fait pas un gâteau. Il faut des œufs, de la farine, du sucre, de la levure, etc. Et tous ces ingrédients sont différents et essentiels à faire un gâteau au chocolat. La société, c'est la même chose en fait. Il faut de tout pour faire une société. Et c'est pas devenir une entreprise inclusive ou un environnement sportif inclusif, un club de boxe inclusif. C'est pas s'adapter à la marge, c'est repenser complètement l'accueil qu'on va faire aux gens. Qui effectivement va bénéficier à toute la collectivité. Revoir la qualité d'accueil, revoir la façon dont on enseigne, la pédagogie, tout ça. Renforcer les valeurs du club, en fait, ça rend service à tout le monde. Et quand on parle de mobilité réduite, il y a aussi les poussettes, il y a aussi, voilà, c'est pas que des fauteuils roulants. Et quand on met en place enfin des aménagements pour les fauteuils roulants, ça bénéficie à bien plus que les fauteuils roulants, c'est important. Tu es conférencière aussi, au-delà de faire passer ces messages-là. Quelle est la principale difficulté lorsqu'on est conférencière, qu'on va donc s'adresser à un public de non-initiés ou qui n'est pas sensible à cela, même si les chiffres sont assez impressionnants, hein, Étienne, parce qu'on peut considérer qu'il y aurait donc pratiquement un Français sur 7 qui souffrirait d'un trouble. Hein. Donc ça peut être léger comme quelque chose de sévère. Donc c'est une importance dans tes missions. Quelle est la principale difficulté lorsque tu as ces prises de parole en public dans tes conférences? Alors, on ne souffre pas d'un trouble du neurodéveloppement. C'est un état, mais c'est pas une maladie. Pardon, le terme est mal choisi. Non, c'est important que tu le dises parce que justement, souvent, c'est ce qu'on entend. C'est une réalité, on ne souffre pas absolument. Il y a là, d'accord. On souffre pas, techniquement, médicalement, c'est pas ça. La difficulté, en fait, moi je suis pleinement engagée dans le sujet, c'est vraiment mon motif de pouvoir sensibiliser un maximum et surtout l'objectif c'est que il n'y a pas d'autres gens que moi qui aient des parcours aussi douloureux avant d'arriver au diagnostic. Donc c'est vraiment mon moteur. Ce qui est difficile, c'est plutôt après, parce qu'il y a toujours cette phase après le contre-coup et l'effondrement qui suit toujours les prises de parole, etc. Mais c'est compensé par l'énergie et l'impulsion que ça demande et la joie de voir que les personnes sont toujours très réceptives. Oui, je te vois. Non, bien sûr. Parce que je pense qu'on peut prendre un exemple très concret. Oui. C'est qu'une salle comme ça, déjà quand on est neurotypique, parler, c'est pas simple. Vous avez beaucoup d'écho, il y a beaucoup de monde, il y en a qui font d'autres activités au bout, il y a beaucoup de facteurs de distraction. L'endroit il est magnifique, il est super, mais c'est le lieu qui s'y prête. Mais je pense que c'est un exemple typique d'un endroit où quand vous prenez la parole et que vous êtes autiste, c'est hyper compliqué. Alors il y a eu la décence de ne pas le dire,
Et c'est qu'en fait, c'est pas d'ailleurs un problème, ça devient même un reproche. C'est qu'en fait, les facteurs environnementaux, c'est quelque chose sur lequel on doit réussir en permanence à trouver des solutions. Et alors souvent, ça peut être des trucs, il y a beaucoup de personnes concernées qui, quand ils interviennent avec moi, par exemple, ils disent nous on a besoin d'un espace un peu plus calme après, comme le disait David, pour pouvoir se reposer, qu'il y ait un peu plus de calme, pour se refocaliser. Mais vous voyez, c'est tous ces sujets-là, c'est de faire attention à l'environnement pour qu'en fait on ait, d'un point de vue sensoriel, un environnement qui convienne au plus grand nombre d'entre nous. D'ailleurs, je précise, Lali, tu peux le dire, parce que si je peux me permettre, tu avais ton casque il y a quelques secondes, cela vous parle bien entendu à notre auditoire, tu avais un casque pour te protéger et non pas, et tu vas tout préciser, non, je suis pas dans mon monde en train d'écouter de la musique et je n'ai rien à faire avec ce qui se passe. Tu peux nous éclairer s'il te plaît. Ouais, c'est vrai que du coup, je l'ai planqué dans mon sac parce que en fait, le grand public qui ne connaît pas l'autisme sait que si je fais mon intervention avec un casque sur les oreilles, c'est mal poli, c'est inopportun, etc. Ce ne sont pas des casques à musique, ça fait la double fonction, ce sont des casques réducteurs de son qui permettent d'entendre juste les voix des gens qui parlent et qui vont neutraliser tous les bruits parasites. Au bureau, très souvent, je porte mon casque, j'ai prévenu mes collègues que je les entends en fait, c'est pour les appeler, mais je porte mon casque parce que sinon, d'un point de vue sensoriel, c'est extrêmement compliqué. Prendre soin de tout ça, ça nous éclaire sur beaucoup de choses, cette table ronde, cette séquence relativement courte. Parlons un peu sur un plan. Jean-Pierre, tu veux compléter parce que j'avais une question sur les différents types de produits. Vas-y, je t'en prie. Oui, non, je voulais juste rebondir sur la question que tu avais posée auparavant pour dire simplement que la Fédération française de salles française veut s'engager avec les publics à besoins particuliers. Et cette année, c'est le renouvellement des délégations ministérielles. Et dans ce cadre-là, nous allons postuler pour pouvoir obtenir la délégation parasavate, anti-savate, et travailler vraiment sur la recherche de matériel, d'outils qui vont pouvoir développer les pratiques pugilistiques en général, d'ailleurs, pour les publics à besoins particuliers. Parce que justement, ça allait dans le sens de ce que je voulais évoquer avec toi sur le type de box adapté, éducatif, le handibox, etc. Donc sur les moyens, sur la concrétisation et comment justement on met ça sur pied. Est-ce qu'aujourd'hui, les formateurs, les entraîneurs, j'ai envie de dire, sont-ils formés? Ont-ils des compétences? Est-ce que c'est une des missions aussi? Et après, je demanderai à Étienne de compléter cette direction qui est prise. D'accord, merci. Déjà, je le fais moi dans le cadre de l'université, puisque je suis prof en STAPS, sciences et techniques des activités physiques et sportives, et je suis intervenant également sur la filière APAS qui s'occupe donc des activités physiques adaptées santé. Donc j'ai un certain nombre d'étudiants qui vont travailler dans les instituts qui reçoivent des publics à besoins particuliers, et on travaille sur différents sports, pas seulement sur la boxe. Maintenant, au niveau de la fédération, on a développé aussi pour l'instant quelque chose qui n'est pas énorme, mais c'est pour ça justement qu'on veut absolument revoir tout ça, le renforcer, le développer, c'est-à-dire des petites formations qui permettent aux gens d'appréhender des publics divers et variés. Mais aujourd'hui,